Nous allons passer à la présentation suivante pour le compactage des sols fins, présenté par Maurice Buffalo et Jean-Jacques Fry. Donc Jean-Jacques Fry est consultant expert en barrage et Maurice Buffalo est directeur technique SPI Batignolles Valérian. Alors en fait, je suis consultant, mais je suis aussi à EDF. Alors c'est assez bizarre, mais comme on a lancé un projet européen via la Commission internationale des grands barrages, et que l'Europe ne paye que la Commission internationale des grands barrages et pas EDF, je suis donc consultant de la CIGB uniquement. Alors, ce n'est pas pour parler de projets européens que nous sommes là, mais pour re-questionner le compactage. C'est le bénéfice de ce projet de recherche Terre durable que d'avoir ressorti des questions qui sont essentielles. Alors, outre le fait que ça me rappelait mes études, le compactage est lié à la rupture du barrage de Mirgemba. D'autre part, au comité français barrages et réservoirs, nous avions voulu faire dans les années, fin des années 90 un groupe de travail, mais faute de temps et aussi d'expérience, on avait laissé tomber. Et grâce à ce projet, il y a eu un dialogue entre entrepreneurs et bureaux d'études dont on va vous donner quelques éléments de réflexion. Alors, le premier point, c'est de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la définition, les objectifs, quelles sont les pathologies, les spécifications, comment on l'adapte au site, quelles sont les méthodes. Alors là, nous ne regarderons qu'un point, ce n'est pas possible dans les 20 minutes de tout regarder, et un dernier aspect sur le contrôle qui est effectivement essentiel pour ces ouvrages en terre. Alors la définition du compactage, ce n'est pas 95% ou 98% de l'OPN ou de l'OPM. Non, c'est comme pour les métaux, c'est une notion d'écrouissage. Il s'agit d'augmenter les propriétés mécaniques ou hydrauliques via une déformation qui n'est pas forcément une augmentation de densité. Et c'est d'abord, c'est l'utilisation qui va fixer la propriété à augmenter, et ensuite on va définir les spécifications de cette propriété et voir à la fin quelle méthode de compactage. Alors les principaux objectifs pour les digues, c'est d'abord et de loin l'étanchéité. Ensuite, la résistance au cisaillement, mais ça ce sont pour les barrages sans zonage. Et à la fin, ce qu'on oublie, mais ce qui est quand même extrêmement important, c'est la résistance à l'érosion interne, c'est-à-dire un matériau qui soit homogène et sans vide. Alors dans les objectifs, on peut voir que, en fait, ils sont bien différents. Si vous construisez un remblai de TGV ou d'autoroute, ou si vous construisez un barrage, dans un cas, vous cherchez la rigidité, dans l'autre, vous cherchez l'homogénéité. Ensuite, l'impact du défaut, eh bien, pour le remblai, ça sera une perte de service, mais par contre, pour le barrage ou la digue, c'est une perte de vie humaine, c'est-à-dire vous risquez d'être au tribunal. Donc, les enjeux sont très différents. Alors, on voit bien d'autres différences donc, en termes de portance, de tassement, de perméabilité, d'énergie de compactage. Bref, on mettra plus d'énergie sur les remblais de route et de voies ferrées que dans les barrages. Et maintenant, je laisse parler l'expérience du chantier. Donc les pathologies qu'on peut rencontrer, donc en gros, on ne peut pas tout citer, mais on a déjà les 4 principales qu'on connaît tous sur nos chantiers, à savoir l'orniérage, sur compactage, dont on parle beaucoup, le feuilletage et le matelassage. Alors, pour l'orniérage, bon, ça apparaît bien entendu dans le cas de matériaux humides, plutôt humides, et donc ça se traduit par des déformations de plateforme, et la condition à vérifier effectivement, c'est que la cohésion non drainée soit supérieure à la masse de la bille par mètre linéaire de génératrice, ou de... Et voilà, c'est vrai que ça va vite. Deuxième pathologie qu'on voit
dont on tient moins compte en corde remblai qu'en couche de forme parce qu'il y a des conséquences un peu plus délicates, c'est le surcompactage qui se traduit notamment par une perte de résistance au-delà d'une certaine énergie qui est développée, une perte de densité superficielle, et enfin, dernier point aussi, un gaspillage d'énergie auquel on fait de plus en plus attention de nos jours. Donc des exemples qu'on a pu mesurer dans le cadre du projet Terre Durable, notamment sur la planche d'essai A304. Ça, je ne sais pas comment on éclaire, voilà. Ici, sur la planche d'essai, on a pu mesurer la résistance de pointe au Panda après 4 passes de compacteur et 12 passes de compacteur. On note nettement que la résistance est plus faible après 12 passes, ici en rouge, que ce qu'on avait pu mesurer à 4 passes. Ça, c'est un graphique qui sort de la bibliographie et qui montre l'exemple de matériaux avec un OPN à 12%, dont on voit la progression des passes de compactage de 2 à 16 passes. On voit une progression régulière, je dirais, jusqu'à 12% de teneur en eau, et à partir de 14%, on voit que l'augmentation du nombre de passes et du compactage se traduit par une baisse de masse volumique. Et enfin, dernier point sur l'énergie. À la présentation, le feuilletage. Donc ça, c'est un cas de surcompactage aussi, qu'on observe le plus souvent sur les couches de forme parce qu'on y fait attention, mais ça arrive aussi en corde remblai. Et ça se traduit effectivement par l'effet de formation de feuillets superficiels au moment d'un surcompactage, lié notamment à certaines familles de compacteurs, dont les vibrants et les pneus, on va le voir tout à l'heure. Les conséquences premières donc, sont une perte de cohésion, donc de frottement, de teneur en air qui chute aussi, la chute de succion et de cohésion non drainée. Et quand on sait l'importance, notamment sur les couches de forme, de la résistance à la traction, c'est le genre de pathologie qu'on essaie d'éviter au maximum. Et on verra qu'on a étudié un petit peu plus avant l'apparition de ce phénomène en suivant les techniques de compactage. Alors ce feuilletage a tendance notamment à être d'autant plus profond, à affecter profondément la couche que le matériau est mou, c'est-à-dire qu'il est humide. C'est-à-dire que plus la raideur du matériau augmente, plus ce feuilletage est superficiel. On voit ici sur une carotte de couche de forme que ce feuilletage atteint de l'ordre de 5 cm. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le GTS, où on recommande de travailler plutôt du côté humide du Proctor pour éviter le feuilletage. C'est une observation du GTS. Sur certains chantiers, sur des matériaux B5 un peu plus sableux, on avait observé le contraire. Donc légèrement en deçà de l'OPN, on avait moins de feuilletage en épaisseur. Bon, les coupables, donc les vibrants lisses et les pneus. Enfin, dernière pathologie, le matelassage. Bon, ça correspond au rebond élastique après passage des engins. Le terme matelassage est assez imagé, mais correspond bien à ce qu'on observe sur le terrain. On a l'impression d'un bourrelet qui se déplace à l'avant des machines. Ça concerne essentiellement les matériaux dont le degré de saturation à l'optimum est inférieur à 80%, en gros les solfains. Mais la perméabilité à l'air est nulle et la perméabilité à l'eau est très faible. Pour les spécifications. Bon, je reprends l'engin délicat entre les mains. Alors vous avez vu que ces pathologies, elles ne sont pas souvent dans les spécifications. Et que, en plus, elles ne sont pas contrôlées. Et donc, il va falloir y réfléchir. En ce qui concerne les spécifications, pour les ouvrages hydrauliques principalement que je vais développer, donc le premier point, l'homogénéité, le deuxième point, la perméabilité, et ensuite la résistance à l'érosion interne. Alors, ces 4 graphiques vous donnent une idée de l'évolution de ces propriétés en fonction de la densité et de la teneur en eau. Vous avez à chaque fois le Proctor normal qui est représenté par une courbe pointillée, l'optimum qui est en haut. Vous avez la courbe verte qui représente la ligne des degrés de saturation optimum en fonction de l'énergie de compactage. Et vous voyez que les domaines qui sont hachurés
sont en fait les domaines où la propriété que nous cherchons est vérifiée. Et donc, vous constatez que ces domaines ont un domaine d'intersection, mais qui n'est pas si évident. La perméabilité, elle demande à être du côté humide, ou alors avoir une très forte énergie de compactage. La stratificabilité avec l'IPI demande à ce qu'au contraire, on soit du côté sec, ou là aussi avec côté humide, mais avec une énergie importante, ou plutôt pas tellement humide, mais proche de l'optimum. Et vous voyez que si on prend la résistance ensuite saturée, eh bien on a un domaine qui est encore plus limité. Et la résistance à l'érosion, elle est liée à la perméabilité, puisque l'on veut un matériau qui soit homogène. Un dernier point qui a été signalé par nos aînés, vous avez là dans le livre de Post et Londe le domaine qui est intéressant à compacter si on veut éviter gonflement et tassement. Ce domaine se trouve en faisant des odomètres en cours d'étude où on va ensuite saturer le sol et on va regarder quel est l'état en teneur en eau qui permet d'avoir ni tassement ni gonflement en comparant donc des odomètres avec chargement à teneur en eau naturelle et des odomètres qui ont ensuite été imbibés. Alors, si on veut résumer, voilà sur le plan théorique le domaine d'application du matériau. Vous voyez que en fait, c'est 2 degrés de saturation ou 2 teneurs en air entre lesquelles nous devons compacter avec une valeur de taux de compactage minimal. Et puis aussi, on se donne comme c'est difficile de mesurer les degrés de saturation sur le chantier, eh bien, on se donne une teneur en eau minimale. Alors, l'adaptation au site, je continue, eh bien, elle dépend des matériaux. Pour les craies, des études sont absolument essentielles pour voir quelle est la structure de la craie et son évolution dans le temps et sous chargement. On a eu comme ça des surprises. Éric Antoinet, qui est ici, pourra vous en parler, notamment, ce n'était pas du compactage, mais c'était une transformation de phase qui avait provoqué un tassement sous un bâtiment. Les marnes, il faut faire très attention car elles sont évolutives entre le moment où on compacte et puis le comportement quelques années après, suite au fait que l'eau peut pénétrer et à ce moment engendrer du gonflement. Les schistes ont un problème d'anisotropie qu'il faut regarder, notamment en termes de propriétés mécaniques. Les sols gonflants, ils ont le problème de la déconsolidation, notamment sur les bords du remblai. Les sols sujets à effondrement, ce sont les limons qui demandent là aussi des études pour voir quelle est la teneur en eau qui évite cet tassement d'effondrement. Les limons très humides, là ils demandent des études pour connaître quel est le séchage, comment faire le séchage. Et on ne le fait pas assez dans nos études. On laisse l'entrepreneur se débrouiller avec le problème. Le problème, c'est qu'il n'a peut-être pas la place pour le faire. Ou le temps. Alors, dans l'adaptation au site, quelque chose qui est rarement fait, mais qui est quand même intéressant, c'est de connaître quel est l'optimum du compacteur, qui n'est pas l'optimum du Proctor. Ici, vous avez en vert des courbes Proctor. Et vous avez en noir des courbes qui représentent les courbes de compactage, par exemple de 3 vibrants lisses sur un sable argileux. Ben vous voyez qu'on peut obtenir facilement 103-105% du Proctor normal. Et alors que le rouleau à pneus qui a été utilisé, là, a plus de difficultés. Donc c'est intéressant dans les planches d'essai de voir où on est notre engin de compactage par rapport au Proctor. Autre point qui est extrêmement important, on en a bien discuté avec les entrepreneurs, la mouture. En fait, il est bon d'avoir une mouture fine et homogénéisée. Vous avez des exemples là qui montrent la différence en termes de densité. Alors bien sûr, plus vous mettez des mottes grosses, et plus vous allez avoir une densité forte et un taux de compactage important. Parce que dans le Proctor, vous auriez mis des petites mottes,
Et comme les mottes ont une densité en place qui est bien supérieure au Proctor, eh bien vous trouvez en place des densités qui seront supérieures. Le problème, c'est que vous laissez des macros vides entre les mottes. Donc il est important d'avoir que des matériaux, si possible, des mottes inférieures à 5 mm. Et vous voyez la différence qui est ici. C'est bien ces mottes inférieures à 5 mm qui vous donnent la perméabilité minimale et aussi la résistance maximale à l'érosion. Cela est obtenu avec des pieds dameur. Vous avez ces résultats. Je pense que Maurice vous en parlera mieux puisque c'est lui qui les a obtenus ou suivis. Le graphique qu'on a obtenu là sur A304 montre clairement qu'on a fait 2 planches d'essai et on a compacté l'une avec un V5, une bille lisse, et l'autre avec un VP5, un pied dameur. Et au même nombre de passes, on note qu'on obtient à peu près la même résistance moyenne, résistance de pointe au pénétromètre. En revanche, on voit que la dispersion est beaucoup plus faible dans le cas du VP5 que dans le cas du vibrant lisse, ce qui démontre bien l'homogénéité. Là, on n'en parle pas, mais après, on a fait l'exercice de passer un pulvis avant le V5 bille lisse, et on obtient le même résultat qu'avec un pied dameur. Et voilà, c'est reparti. Sujet suivant, les méthodes de compactage. Alors, dans le cadre du projet, on a essayé de rapprocher un petit peu l'aspect recherche aux observations de terrain et à essayer d'expliquer des processus ou des problématiques qu'on avait rencontrées sur chantier et qu'on avait du mal à expliquer. Alors, dans ce cadre-là, on avait le fameux chantier d'AV9, dans les années 2000, où on faisait une couche de forme fondation en limon traité de 35 cm, et pour lesquels on avait des contrôles draconiens à mettre en place, notamment à vérifier la compacité de la couche et surtout le fond de couche, puisque nous avions à l'époque la chance d'avoir la double sonde gamma qui était disponible. Et qu'est-ce qui s'est passé sur ce chantier-là? C'est qu'on avait beau avoir tout le matériel nécessaire et même plus, on n'arrivait jamais à obtenir les masses volumiques fond de couche. Et donc ça, c'était une problématique. Et on avait multiplié les planches d'essai en alternant les vibrants, les pieds dameur, les pneus, tout ce qu'on voulait, on n'y arrivait jamais. Et à force de faire 2 planches d'essai, vu le nombre, j'avais dit on va gagner du temps. Et au lieu de procéder avec des allers-retours rapides, on va prendre 3 compacteurs V5, on va les faire passer, comme ça, une passe, on a 3 passes, et on va gagner du temps. Et on mesurait après chaque passage la masse volumique en profondeur. Et j'avais remarqué que, curieusement, après 3 passes de compacteurs qui passaient dans les unes derrière les autres, on avait des masses volumiques fond de couche correctes, alors que quand on faisait des allers-retours, on ne l'avait pas. C'est-à-dire qu'en nombre de passes égal, quand les compacteurs passaient en série, on avait les performances, sinon on ne l'avait pas. Alors, c'est comme ça qu'on a procédé sur AV9, parce qu'il fallait absolument avoir les fonds de couche, mais sans explication rationnelle. Donc on a profité du programme Terre Durable pour lancer la fameuse planche d'essai d'A10 et d'essayer de comprendre le processus. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas compliqué, on a réalisé 2 planches d'essai, même matériaux, des limons humides, dans lesquels on a installé des capteurs de contrainte et de déformation dans les 2 directions, la verticale et l'horizontale, pour mesurer la déformation et la contrainte totale, horizontale et verticale. Et on a instrumenté, ensuite on a fait des essais après chaque passe, donc au gamma densimètre, au panda et au cosimètre, en essayant de comprendre un peu ce qui se passait dans une couche de remblai qui se fait compacter. Et là, pour compliquer un peu la donne, sur les 2 planches d'essai, on a fait sur la première un compactage avec le compacteur qui passe en aller-retour, comme on fait d'habitude, habituellement sur les chantiers. Et sur la suivante, on a fait le même nombre de passes, c'est-à-dire on a pris une progression géométrique 2, 4, 8, 16 passes, où le compacteur faisait le tour de la planche et repassait systématiquement dans le même sens. Et on a mesuré les résultats que l'on a, et on a été surpris surpris non, parce que ça avait l'air de confirmer les observations d'AV9, c'est qu'ici, on a le compacteur qui passe en aller-retour, et ici, en aller simple. On note qu'en aller simple, on mesurait des contraintes verticales plus fortes à la même profondeur que lorsque le compacteur fait des allers-retours.
Et en contrainte horizontale, on observait le contraire, c'est-à-dire que la contrainte horizontale enregistrée était beaucoup plus forte quand on faisait du compactage en aller-retour que lorsqu'on faisait des allées simples. Alors, au moment de l'interprétation, si on s'intéresse aux déformations verticales, en noir, les allers-retours, on note que l'évolution de la déformation évolue très peu en vertical. En revanche, l'évolution de la déformation dans la couche de remblai évolue régulièrement lorsque le compacteur fait des allées simples. Pour la contrainte horizontale, on observe le contraire. Donc pour le compacteur en allée simple, on observe une évolution régulière, mais beaucoup plus faible que celle qu'on mesure lorsque le compacteur fait des allers-retours. Ce que vous voyez ici, c'est la butée des capteurs. Hein. C'est-à-dire qu'on avait dépassé la capacité de mesure des capteurs. Donc, c'est un phénomène quand même qui est plutôt nouveau pour nous, en tout cas, et qu'on a retenu. Et si on s'intéresse maintenant aux mesures du coefficient K0, donc là, sur ce graphique-là, le rapport des contraintes effectives horizontales et verticales, on note que pour le cas de la planche en allée simple, le compacteur toujours dans le même sens, on reste à une valeur régulière de 1, alors que dans le cadre d'une planche d'essai avec un compacteur qui compacte en aller-retour, on mesure une augmentation régulière jusqu'à une valeur de l'ordre de 2,5, 3, avec ici le coefficient de butée qu'on atteint autour de 2,4. Et ça expliquerait ici les phénomènes de cisaillement qui se produisent au-delà de ces valeurs-là et qui expliquerait les phénomènes de feuilletage. Voilà. Alors, les conclusions à tirer. Alors, en fin de présentation, donc cet après-midi, on parle du compactage du futur. Là. Ça nous a amusé de parler de compactage du futur. Mais en gros, c'est les conclusions qu'on a tirées de ce type d'observation en comparant ce que l'on sait maintenant, ce qu'on a pu constater sur le terrain sans l'expliquer, avec la classification des compacteurs vibrants tels qu'on l'applique aujourd'hui sur nos chantiers. Et donc, il y a une réflexion cet après-midi dont les résultats seront présentés. Donc, les idées, la synthèse, c'est que le compactage dans un sens unique est plus performant que les allers-retours, je dirais en profondeur. Maintenant, il faut bien réfléchir que ça, c'est le résultat de la planche d'essai. Quand on réfléchit à la mise en pratique sur le terrain, ce n'est pas évident, hein, parce que le compacteur, il faudrait imaginer des choses. Alors après, il n'est pas interdit de réfléchir. Nous, sur le problème d'un V9 où on n'y arrivait pas, et il fallait absolument y arriver, on a mis des rafales de compacteurs. On avait des compacteurs qui passaient 3 par 3 en se suivant, et ça marchait très bien. Donc il ne faut pas généraliser ça, hein, mais c'est un résultat dont il faut tenir compte. Et aussi réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, on peut orienter la vibration des compacteurs. Et peut-être qu'on peut se servir de cet outil précieux, qu'on utilise peu ou pas, ou très mal, pour éviter ces processus. Et d'ailleurs, actuellement, le GTR qui est en cours de révision s'attelle à ce sujet-là. Il reste juste 2 minutes. Bien, alors, nous allons terminer sur le contrôle et la conclusion sera faite cet après-midi. Le contrôle fait l'objet de 2 cultures différentes. L'une, pour les barrages, on ne connaît pas le GTR, c'est simple. Et l'autre, pour les remblais de voies ferrées et d'autoroutes. Alors, si on regarde l'incertitude liée à l'écart relatif entre la teneur en eau et la teneur en eau optimale, vous voyez que ce soit pour des argiles grasses, des argiles peu plastiques ou des limons peu plastiques, la différence en points est de l'ordre de grandeur de ce que l'on cherche. Donc, comment voulez-vous qu'on soit sûr d'avoir la stabilité d'un remblai homogène? Je vous laisse y réfléchir. On a quand même cherché des solutions. Et ce que nous recommandons, c'est d'avoir un contrôle qui soit efficace sur le chantier, c'est-à-dire qui ne mette pas en arrêt l'entreprise, donc l'utilisation de la méthode DILF.
Ensuite, ce contrôle rapide doit être confirmé par un contrôle traditionnel, c'est-à-dire le proctor 24 heures après. Mais en parallèle, il est important d'avoir un contrôle indirect, mais par contre direct du compactage, c'est-à-dire des propriétés qu'on cherche, par exemple la résistance non drainée. Il y a 3 moyens de l'obtenir, soit utiliser le Panda, qui est bien développé en France, soit faire des résistances en compression simple avec mesure du pic, mais aussi de la déformation à la rupture, soit utiliser le sismomètre de poche qui a l'avantage de faire le lien entre le laboratoire et le chantier. Vous avez là un exemple de résultat sur le chantier de Nampton au Laos où EDF a regardé la corrélation qu'il y avait entre le module séquent sur résistance en compression simple et les teneurs en eau. Une autre façon d'opérer avec le Panda que nous avons pratiqué l'année dernière sur un ouvrage au Brésil, c'est de regarder quelle est la résistance dont on a besoin en utilisant les calculs de Talleyrand. Vous avez votre cercle critique, vous sortez les contraintes, vous voyez ici, vous avez les contraintes normales. Dans les contraintes normales, vos résultats de triaxiaux vous donnent les résistances auxquelles on voudrait avoir sur le chantier. Eh bien, on va chercher un facteur de sécurité par rapport à cette résistance que l'on va mesurer au Panda. On se donne une valeur minimale et une valeur moyenne avec 2 coefficients de sécurité partiels. Et à ce moment, on peut trouver, grâce au contrôle classique des teneurs en eau, où on connaît les matériaux qui sont moyennement humides et ceux qui sont humides, on peut connaître les seuils Q4 du Panda, mais vous voyez que ça nous arrive qu'on soit en dessous de la moyenne ou du minimum de Q4. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien justement, on peut utiliser ces seuils qui nous permettent de voir si on met en danger l'ouvrage, si jamais on est en dessous de ces seuils. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il n'y a que quelques points qui sont en dessous de la moyenne, et en rouge, vous avez le critère minimum. Et on remarque qu'il n'y a que quelques points. C'est facile à ce moment de faire 3 autres pandas qui encadrent ce point pour savoir si c'est juste une valeur isolée ou une valeur représentative d'une couche qui est à enlever. Ça peut se faire sur 1 mètre, 50 cm ou 3 mètres. Merci de votre attention. Merci.